Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu War of the Ring The Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons faire l'anatomie de toutes les cartes, tous les types de cartes en TK. Fait qu'on va regarder tous les types de cartes, puis je vais vous expliquer tous les symboles, puis les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, nous avons d'abord les Battlegrounds, comme le gouffre de Helm que nous voyons ici. J'en ai déjà parlé en haut à gauche, c'est la valeur en points de victoire que ce Battleground-là vaut pour le joueur qui l'a conquis, si on veut. Le gouffre de Helm, sans surprise, c'est un Battleground des peuples libres. Alors, la faction qui défend le Battleground, dans ce cas-là, les peuples libres, va toujours avoir un nombre de boucliers de défense, là, une valeur de défense par défaut qui est imprimée sur le Battleground. Dans le cas du gouffre de Helm, c'est 2. Je dirais que ça varie entre 1 et 3, cette patente-là. Tout de suite en dessous, nous avons les factions qui peuvent défendre le gouffre de Helm. Donc, dans ce cas-là, c'est le Rohan et ce qu'on appelle là, les magiciens. Donc, cette icône-là. Là. Fait que, thématiquement, vous ne serez pas trop mêlés. Là. Dans la majorité des cas, c'est des factions qui étaient là pour défendre. Et ça veut dire que si le joueur des peuples libres, par exemple, a des hobbits, mais les hobbits ne peuvent pas aller se battre au gouffre de Helm. Là. Même si, bon, je pense qu'il y avait une petite exception dans l'histoire. Là. Puis vous avez là, les différentes icônes des factions là, quand même. Là. Fait qu'il y a l'arbre de Gondor, ils l'ont appelé les Dúnedain, là, je comprends pourquoi. Là. Mais bon, fait qu'il y a les Dúnedain, les nains, les elfes, les hobbits, le Rohan et les magiciens. Ça, c'est pour les gentils. Puis pour les méchants, il y a l'Isengard, les monstres, le Mordor, puis les fameux là, Sauron. En bas ici, vous avez l'icône de la faction qui peut attaquer le gouffre de Helm. Fait que c'est évidemment le gouffre de Helm était l'affaire de Saruman presque exclusivement. Là. Fait que sans surprise, sur le gouffre de Helm, on ne retrouve que le symbole de l'Isengard. Fait qu'il n'y a que les armées ou les personnages de l'Isengard qui peuvent attaquer le gouffre de Helm. Enfin, vous avez le nom du Battleground, puis vous avez un effet qui doit être fait là, au moment où le Battleground est activé. Au moment où le Battleground arrive en jeu, là, on va faire cet effet-là qui typiquement va bénéficier à un joueur ou à un autre. Un path, il n'y a pas une grosse différence. Valeur en points de victoire, mais cette fois-là, je le répète, ça vaut la peine de le répéter, pour le joueur des peuples libres seulement. Fait que le joueur du Shadow qui prend possession de ce path-là ne va jamais scorer ces points-là en haut à gauche. Il va scorer en fonction de la quantité de corruption qui est infligée là, au porteur de l'anneau pendant qu'il était sur ce sentier-là. Même principe, vous avez une valeur de défense, on va dire intrinsèque à ce sentier-là qui est écrit ici. Vous avez le nom, vous avez l'effet qui doit être résolu là, au moment où le path est révélé. Puis ici, ça c'est une mécanique importante. Je parlais qu'il y avait comme 9 étapes là, dans la progression de la compagnie. Là, et chaque étape vient avec 3 sentiers. Là. Fait qu'il y a 3 sentiers, si on veut, de niveau 1 qu'on peut voir ici. Là. Fait que vous avez la comté, vous avez le camp de Gildor et le Bucklebury Ferry. Et dans le fond, au début de la game, là, ces 3 cartes-là vont être. On va mélanger les 3 cartes de 9, on va les mettre en dessous. On va mélanger les 3 cartes de 8, les 3 cartes de 7, les 3 cartes de 6, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au 1. Puis là, ben, on va prendre le premier sentier là, de niveau 1. Puis c'est là que la compagnie va se trouver. Puis dans la grande majorité des cas, là, une fois que ce sentier-là va être résolu, on va passer à un sentier de niveau 2, puis après ça, un sentier de niveau 3. Fait que c'est ce qui ajoute pas mal quand même de replayability, c'est que d'une game à l'autre, vous n'allez pas toujours passer par les mêmes sentiers. Ça représente encore là, je le répète, des chemins alternatifs que la compagnie aurait pu prendre. Puis on voit, là, bon, là, ils ont toutes la même valeur de points de victoire, mais par exemple, la comté n'a pas de valeur de défense par défaut. Par contre, peut-être que possiblement que son effet ici est un petit peu plus intéressant. Là, ça finit pas mal par s'équilibrer, mais encore. Donc ça, c'est pour ça, c'est pour les sentiers puis les battlegrounds. Maintenant, les cartes des joueurs, il y a 4 types de cartes de joueurs. Le type d'une carte est identifié par l'icône en haut à droite. Fait que, puis c'est répété aussi là, sur la carte elle-même. Là. Fait qu'ici, où est-ce que c'est écrit le Army?
Donc, les armées, c'est le premier type de carte. Les armées, on va les jouer sur des battlegrounds. C'est eux qui vont se battre là, dans les grands champs de bataille de la Terre du Milieu. En haut à gauche, vous avez la faction à laquelle appartient la carte, qui est répétée également ici. Là. Fait que là, ça, c'est les monstres. Puis c'est une carte de type armée. Vous avez le nom de la carte, vous avez du flavor text. Puis des fois, vous allez avoir du texte spécial de règles, une habilité spéciale que la carte peut faire. Les cartes armées, pour la grande majorité, vont avoir une valeur d'attaque puis une valeur de défense. Puisque je répète, dans le cas du gouffre de Helm, ben, si vous êtes le Shadow, vous voulez des cartes d'attaque pour être capable de battre la défense qui est là puis d'essayer de conquérir le gouffre de Helm. Par contre, si vous êtes les peuples libres, dans ce cas-là, l'attaque vous sert absolument à rien. Là, vous devez vous défendre. Ce qu'on va voir dans les règles plus en détail. Faction, attaque, défense, texte et flavor text, c'est pas mal ça pour les cartes armées. Ensuite, nous avons ce qu'ils appellent des personnages. On appelle ça des personnages, comme le Balrog qu'on a ici. Là. Fait que personnage, vous voyez l'icône aussi qui est différent en haut à droite. Par contre, il appartient à la même faction, la fonction des monstres, évidemment, puisque c'est un Balrog. On voit aussi que là, certains personnages peuvent aller se battre quand même dans les battlegrounds, surtout le Balrog, pourquoi pas, parce qu'il est bien équivalent à beaucoup d'armées qu'on connaît. Fait que lui a deux de valeur d'attaque, deux de valeur de défense s'il se trouve dans un battleground. Par contre, la majorité, pas toutes, mais la majorité des personnages vont aussi avoir, euh, on va appeler ça comme ça, là, un range, une étendue euh, de sentiers dans lesquels ils peuvent aller. Fait que dans le cas du Balrog, là, c'est à peu près à mi-chemin de la compagnie, là, dans le coin de la Moria. Donc lui, là, dans des sentiers de valeur 4 ou 5, il peut y aller. Si on compare avec les Nazgûl, qui sont très flexibles, ben, les Nazgûl là, peuvent aller, là, quand vous avez un tiret, là, ça inclut tout ce qu'il y a entre les deux. Là. Fait que, par exemple, le Witch King peut aller sur les sentiers de valeur 1 à 3 et 5 à 9. Donc, il y a juste finalement dans les sentiers de valeur 4 que les Nazgûl ne peuvent pas aller. Puis il y en a qui arrivent plus en fin de partie, comme la bouche de Sauron, qui, elle, peut aller dans les sentiers là, de valeur 7 à 9. Fait que ça, évidemment, c'est important. Vous allez avoir des personnages qui sont plus des personnages de début de game, de milieu de game, de fin de game, lesquels vous allez piger et quand. Ça fait partie du fun. Les personnages, on leur ajoute une nouvelle patente ici, là, dans le cas des méchants, là, puis on va voir l'équivalent dans le cas des gentils. Là. Mais ces têtes de mort-là, c'est la quantité de corruption que ces personnages-là vont faire quand ils se trouvent sur un sentier. Alors, le Balrog de Moria fait 2 de corruption. Quand il y a une étoile, que ce soit ici, ici ou là, c'est un rappel visuel au joueur de dire lis qu'est-ce qu'il y a sur ta carte parce que possiblement que cette valeur-là peut être modifiée sous certaines conditions. Fait que dans le cas du Balrog de Moria, c'est écrit 2 de corruption, mais encore, il y a une petite étoile. Puis comme de fait, quand on lit ici, là, ça dit qu'il inflige 1 de corruption de plus s'il est à Khazad-dûm. Qui est un sentier vraiment spécifique. Si vous êtes assez mardeux pour le piger dans votre game, puis que vous avez le Balrog dans votre main, ben là, il pourrait infliger 3 de corruption s'il est sur ce sentier-là. Puis vous allez avoir ça, j'ai un autre exemple, je pense ici, ouais. Fait que Quick Beam ici, qui est un Ent, vous voyez, lui, il y a une étoile comme attaque, puis il y a une étoile comme défense. Puis encore là, ça veut dire référez-vous au texte. Puis comme de fait, on lit, là, puis ça dit, là, dans le fond, là, il y a plus un d'attaque et plus un de défense pour chaque paire, si on veut, là, de personnages et ou armées de Lysangar sur le Battleground. Fait que plus il y a de monde de Saruman sur le Battleground, plus cette Ent-là est en coalice, puis gagne en force, puis gagne en défense. Là. On voit là, le pendant en bas à gauche là, pour les gentils, qui eux vont évidemment ajouter de la défense pour se protéger sur les sentiers. Fait que les méchants infligent la corruption sur les sentiers, qui est opposée là, à la défense qui est fournie par les gentils. Fait que les personnages flexibles, des décisions déchirantes vous attendent. Est-ce que vous les envoyez se battre dans un battleground? Est-ce que vous les envoyez tenter de corrompre la communauté de l'anneau? Au final, vous essayez de maximiser leur effet le plus possible. Les personnages spécifiquement, ici on a le serpent noir. Fait qu'on voit ici que le serpent noir, lui, ne peut carrément pas aller sur les sentiers. Il n'y a pas, y a pas le signe là, de l'anneau avec des numéros de sentiers dessus. Il y a carrément juste une patente. Fait que lui ne peut pas aller sur les sentiers. L'autre affaire qui est spéciale, ce sympathique personnage, c'est que sa valeur d'attaque et sa valeur de défense est encerclée.
Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que lui-même, tout seul, sur un battleground, il crisse rien. C'est plus un leader, là, c'est plus un meneur. Donc pour que son attaque ou sa défense soit calculée sur un battleground, ce gars-là doit être matché avec une armée de la même faction. Donc dans ce cas-là, le serpent noir devrait être matché avec une autre armée de la faction des Southron. Puis une armée peut supporter un seul personnages. Donc, vous allez vraiment, là, dans ce temps-là, faire des paires avec vos armées, puis vos personnages qui sont des leaders. Fait qu'on voit la différence. Le Balrog est aussi un personnage, mais évidemment, le Balrog est tellement gros puis tellement badass, si vous me passez l'expression, que lui est capable de se battre par lui-même sur un battleground. Le Serpent Noir, lui, par exemple, meneur d'hommes, si on veut, mais ça reste un seul homme qui se promène, là, fait qu'il n'est pas équivalent là, à 3000 gobelins là, ou à 5000 orques ou je sais pas trop quoi. Là. Donc lui va venir bonifier la valeur d'une armée qui l'accompagne, mais là ça prend une armée vraiment de Southron qui est sur le même battleground. Fait que vous allez avoir des personnages comme ça de différentes factions qui ont ces valeurs-là. J'en ai sorti un, je pense, un cas intéressant ici, là, Faramir, un autre de nos sympathiques personnages. Fait que ce qu'on voit de Faramir, c'est que sa défense n'est pas entourée. Fait que Faramir tout seul sur un battleground, il est quand même assez badass pour fournir un de défense. Par contre, pour que son attaque soit calculée sur un battleground, il doit être matché avec une armée qui matche sa faction. Dans son cas, on allait dire une armée du Gondor, mais c'est une armée des Dunedain. C'est comme ça que cette faction-là s'appelle. L'arbre blanc du Gondor. Ils ont décidé d'appeler ça les Dunedain là-dedans, ce qui est compréhensible, mais quand même un peu fucké. Donc, c'est ça pour les valeurs d'attaque ou de défense qui sont encerclées. Troisième type de carte, ce sont les événements. Fait que là, les événements, il n'y a vraiment pas grand-chose, à part la faction, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a du texte, puis quand vous jouez un événement, vous allez suivre le texte qu'il y a là-dessus. On verra des exemples en temps et lieu, puis les événements sont toujours, toujours, toujours removés from the game après qu'ils ont été joués. Et dernier type d'événement, et non le moindre, ce sont les items. Donc, les items encore là ont un type particulier en haut à droite. C'est spécifié item aussi dans l'espèce de barre orange qui est ici. Et ça va toujours mettre item 2 points à quel type de personnage vous pouvez mettre ces items-là. Fait que les items, c'est ce qu'on appelle des fois dans certains jeux des attachments, des attachements. C'est quelque chose que vous allez mettre sur un personnage pour le bonifier encore plus. Ça, c'est un objet qui traîne puis qui le rend plus fort. Mais les items sont toujours restreints. Fait que, par exemple, vous ne pouvez pas mettre là, une robe de Nazgûl sur le Balrog. Ça n'est pas possible. Vous pouvez mettre ça seulement sur un Nazgûl. Puis ça va venir ajouter soit un effet via le texte qui est ici, où je vous ai sorti là, la fameuse cotte de maille en mithril, qui, elle, peut être donnée spécifiquement à Frodon et ou à Sam. Puis là, il n'y a pas de texte spécial autre que du flavor text, mais remarquez ces deux icônes-là. Donc, si Frodo ou Sam portent la cotte de maille en mithril, ça leur donne 2 défenses de plus sur un sentier. Puis vous avez ici là, la fameuse hache de nain qui, elle, là, peut donner là, donne tout ça finalement. Puis là, après ça, tout dépend où le personnage va se ramasser. Là. Mais la hache de nain donne plus un d'attaque sur un battleground, plus un de défense sur un battleground, plus un de défense sur un sentier. Fait que si vous crissez ça sur Gimli, tout dépend après qu'est-ce que vous allez faire, puis où est-ce que vous allez envoyer là, Gimli. Là. Mais voilà. Tu as oublié des affaires. Non, je pense que ça fait le tour avec ce petit échantillon-là. Ça fait le tour. Fait que, anatomie de carte pas compliquée. Évidemment, le chrome et tout ça va sortir principalement via le texte qui est ici. Mais sinon, au niveau de l'iconographie sur les cartes, c'est pas un jeu que vous allez tout le temps être en train de vous référer là, à un style de légende de symbole avec 56 000 affaires. Là. C'est très straightforward. Là. Je t'attaque, tu te défends. J'essaye de faire de la corruption, tu te défends. Là. Et ça résume la grande majorité des icônes qui sont là. Mais ce qui est très intéressant, là, c'est le timing. Au niveau des sentiers, là, c'est d'avoir les bons personnages qui peuvent être impliqués dans les bons sentiers. Évidemment, la bouche de Sauron apparaît pas dans la comté. C'est un personnage qui était à la gate du Mordor. Puis même là, au niveau des battlegrounds, c'est pas n'importe qui s'en va forniquer là. Là.
Fait que le Mordor n'était pas présent au gouffre de Helm, c'est Saruman. C'est la responsabilité de Saruman, c'est lui qui doit s'occuper de ça, là. Fait que très très flavorful cette affaire-là, là, d'un côté comme de l'autre, autant les Battlegrounds du Shadow que ceux des peuples libres. Fait que ça fait le tour. Prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à embarquer dans la séquence de jeu, comment se passe un tour, qu'est-ce qu'on fait pour jouer des cartes, où est-ce qu'on peut jouer des cartes, comment ça marche, cette patente-là. Manquez pas ça. À plus.